Salut. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Ok, parfait. Voilà, donc le projet FloodDam. Bon, finalement, c'est déjà l'acronyme du projet, c'est la Flood Detection, Alert et Rapid Mapping, donc la détection de l'alerte et la cartographie rapide. Donc cette planche, elle résume bien tout le contenu du projet. Donc il y a principalement le but de pouvoir observer et rassurer le suivi d'inondations à une échelle locale, mais avec l'ambition de le faire mondialement. Et on arrive à faire ça finalement en combinant plusieurs capteurs. Donc on l'appelle une approche Sensor Fusion. Et donc à la suite, je vais vous présenter les différents capteurs et Émeric ensuite il va montrer l'avancement du projet et les différents produits qui ont été constitués. La suivante, s'il vous plaît. Sandy? Ouais, merci. Voilà, donc le but, ce sera donc d'avoir une relation forte avec les potentiels utilisateurs finaux de ce qu'on est en train de constituer dans le projet. Donc ça nous rassure à la fois dans la capture de besoins et aussi finalement de pouvoir sélectionner les différents sites de test. Du coup, voilà, pour assurer le suivi des événements d'inondation, on s'appuie donc sur une multitude de capteurs et finalement le traitement qui est appliqué à ces différents types de données, il est largement automatisé. Ça nous permet donc de passer rapidement à d'autres sites de test et de répondre à un nouveau besoin. La suivante. Donc le consortium, il y a le CNES dans le centre du projet qui assure la coordination, l'accès à des différents types de données. Les partenaires dans le projet, vous les voyez en bas. Il y a Predix Service qui prend en charge largement la définition de la carte de risque dans le projet. Ensuite, on a Vortex qui met en place un réseau de nouveaux capteurs in situ, donc de capteurs d'auteur d'eau et de vitesse de surface sur un ensemble de cours d'eau qui sont sélectionnés dans le projet. Ensuite, le Serfax qui prend en charge la partie modélisation à partir de différents outils. Pareil, c'est Émeric qui va mieux présenter cela. Il y a aussi une étude, un postdoc qui travaille plus spécifiquement sur la comparaison de différents modèles numériques de surface qui permettent de mieux comprendre les événements d'innovation. Et à la fin, on a Airbus qui intervient principalement en tant que fournisseur, distributeur de données qui sont utilisées dans le projet. Slide suivante. Voilà, et donc le cœur de cette présentation, donc la donnée spatiale dans FloodDam. On a donc différents types de capteurs que je vais vous présenter à la suite. Mais en gros, il y a deux niveaux qu'on a identifiés dans le projet. Donc, souvent, on distingue dans l'acquisition systématique et l'acquisition programmée. Donc, tout ce qui est systématique, finalement, ça nous permet d'avoir le suivi en continuité, même si parfois on n'a pas la bonne périodicité pour bien suivre les événements d'inondation. Mais ça établit quand même une baseline et on essaye donc de complémenter cela avec d'autres capteurs qui font l'acquisition programmée. Slide suivante. Donc on démarre avec quelque chose d'assez classique, comme a déjà dit Frédéric, la donnée Sentinel-2 de niveau 2A, c'est quelque chose d'assez souvent utilisé dans le projet Sentinel. Je suis sûr qu'on va le voir dans notre projet aujourd'hui. Et finalement là, c'est pas forcément pour assurer le suivi d'une nation. Comme vous le savez, on est souvent des événements comme ça, au moins sur le territoire de la France, on est souvent bloqué au niveau de la couverture nuageuse. Néanmoins, ça nous permet d'avoir des produits qu'on appelle dérivés. Donc, il y a à la fois la carte d'occupation des sols et des cartes d'eau permanentes. Donc, sur une longue historique, sur une période temporelle, on est capable de déduire où sont finalement les surfaces en eau permanentes et ça nous permet de mieux distinguer les inondations d'un événement qui n'est pas classé comme ça. Slide suivante.
Ce système, il est complémenté par le capteur, par la constellation Pléiade, qui fait donc l'acquisition à très haute résolution, donc métrique, voire centimétrique. Ça permet déjà de classifier des bâtiments individuels, ce qui n'est pas toujours possible dans Sentinel-2. Et surtout, là, on a donc un capteur qui fait l'acquisition programmée, donc on peut à la volée demander une acquisition sur une zone spécifique si les conditions le permettent. Donc là, à nouveau, la couverture nuageuse peut poser un problème pour le suivi rapide. Néanmoins, dans certaines zones, certains cas, c'est possible. Et en plus de ça, il y a la possibilité de faire de la photogrammétrie, ce qui permet donc de créer des modèles numériques de surface à très haute résolution pour déjà, comme je disais, mieux classifier les bâtiments et le dégât associé, et aussi pour faire de la simulation dessus. Donc voilà, c'est très puissant ce système. Néanmoins, ça c'est qu'une partie, donc slide suivante. Et la partie principale pour faire de la cartographie rapide, ce sont donc les systèmes radars qui n'ont pas l'empêchement par des nuages. Donc là, on a principalement du Sentinel-1 qui à nouveau fait l'acquisition systématique. Et ce système, il est complémenté par la donnée TerraStar-X qui est fournie par Airbus au sein du projet. Et ces deux données-là, ils tournent dans une chaîne qui est entièrement automatisée. Là encore, c'est Émeric qui va le présenter mieux à la suite. Merci. Néanmoins, ça, c'est la composante intégrale pour faire de la cartographie rapide. Et donc, le dernier système qu'on utilise, qu'on vise plutôt à utiliser, donc slide suivante. Merci. C'est donc la combinaison de capteurs plutôt altimétriques. Donc là, c'est du Sentinel-3, du JSON et dans le futur, il y aura aussi la mission SWOT qui va s'inscrire dans le même, dans le même sujet. Qui permettra donc de faire le suivi des surfaces en eau mondialement pour des cours d'eau qui d'une certaine taille. On n'est pas capable de tout suivre. Néanmoins, ça nous ouvre la porte pour améliorer le système existant. Et donc là aussi, c'est quelque chose de très puissant qu'on vise à intégrer dans Floodband. Voilà, ça, ce sont les 4 systèmes. Et du coup, maintenant, c'est Émeric qui va vous présenter les différents produits et l'avancement du projet. Merci, Peter. Donc moi, je suis Émeric Laverne. Je pilote le projet avec Eric Luzonato de CS. Donc, pour rappel, on va vous présenter rapidement un petit peu les work packages qui étaient présents sur le projet, qui se décomposaient assez simplement, donc comme l'a un peu introduit Peter. Donc, il y avait toute une partie work package sur l'alerte même système, donc avec les stations in situ, des algorithmes JPL qui proposaient. La partie rapid mapping, donc plus des inférences avec les données satellites, comme l'a introduit aussi Peter. Une partie de risk mapping, donc qui utilisait plus les informations temporelles, donc que ce soit présentes ou passées, pour construire ces cartes de risque sur diverses catégories. Complété ensuite donc par l'aspect modèle, qui permet à partir de points de mesure in situ ou même d'inférences satellites de pouvoir aller un petit peu plus loin dans les prévisions. Et tout cela, le Work Package 1 permettait de mettre un petit peu tout ça en synergie sur tout ce qui est utilisateur et fournisseur. Voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Pour représenter donc globalement le système qui est envisagé ici, donc c'est une chaîne de traitement de données pour but d'afficher et de fournir les informations. Donc sur le premier étage, on s'est concentré sur l'avancement là sur la partie de données Vortex. On y reviendra un petit peu après, qui fournit donc les hauteurs d'eau, les mesures de hauteur d'eau, qui permettent à partir de ça de pouvoir identifier soit
par des mesures, donc des seuils qui sont fixés sur chacune des stations, soit par l'analyse donc de l'algorithme JPL, donc qui n'a pas été encore fait jusque-là parce qu'on l'a récupéré très récemment. Donc pour l'instant, on a utilisé les seuils des données Vortex pour identifier la zone de crue ou les zones critiques qui permettent de générer une action côté inférence, donc la cartographie des zones en eau, qui est faite à partir donc, des données que vous a présentées Peter, que ce soit sur du Sentinel ou du TerraSARIX. On va le voir un petit peu plus loin. Et à partir de ces inférences-là, qu'elles soient présentes, passées, donc toutes ces informations-là permettent de faire des cartes de risque. La simulation aussi, donc on dit CFD sur la prévision. Et l'ensemble de ces données, donc sur le dernier point, on est capable de visualiser l'ensemble de ces données-là sur une interface qui permet donc d'avoir l'ensemble des informations. Et l'ensemble donc de toute cette chaîne est supporté par une plateforme donc, qui est développée par CS, qui permet de regrouper toutes ces informations-là et donc de lier toutes ces différentes sous-chaînes. Voilà. On va passer à la slide suivante, merci. Alors pour rentrer un petit peu dans le détail sans forcément aller bien plus loin, mais pour vous aider à visualiser un peu ce qui a été fait, on peut revoir donc sur la partie de gauche l'ensemble des données d'entrée à toute cette chaîne-là. Donc vous pouvez voir sur la partie gauche, là, donc la partie Vortex qui apporte de la donnée donc in situ sur les hauteurs d'eau notamment. Elle est prévue, donc ça c'est ce qu'on a intégré dedans. Il reste donc des parties Vigicru et des données donc sur les agences américaines d'information comme Vigicru, d'avoir donc ces informations qui soient intégrées dans l'in situ. Et donc ça c'est la partie in situ hauteur d'eau, et il y a toute une partie donc qui va servir sur le monitoring module, la partie donc toutes les données PEPS, donc TIA, et toutes les données PHR et TerraSARIX qui seront utilisées. Voilà. Donc ça c'est la donnée vraiment d'entrée, et donc toute la partie, vous voyez, bleu-vert, c'est la partie plateforme, donc je vais détailler un petit peu après, sur lequel on travaille et qui est donc connecté aux data d'entrée et ainsi qu'au cluster du CNES qui accueille donc les différents sous-process. Donc vous pouvez voir donc dedans toute la partie traitement de l'in situ qui nécessite donc il y a des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont derrière, donc avec donc tout ce qui est entraînement de base de données pour permettre d'avoir la création du modèle d'alerte, du module d'alerte, pardon, qui peut être donc actuellement qui est pas encore mis en place, hein, donc on commence petit à petit. Mais par contre, la partie interface et inférence, donc tout ce qui est OGC, interface, le monitoring module, donc c'est des chaînes qui, par l'utilisateur, pour l'instant, sont capables d'être utilisées. Donc à partir d'un point donné, on est capable d'aller générer les inférences qui vont bien. Ces inférences-là donc peuvent être utiles, donc comme on l'a dit, à fourniture donc des modèles CFD, ce qui a été le cas, donc on va le voir après, et donc de visualiser l'ensemble de ces résultats par la suite. Voilà. Donc c'est à peu près la chaîne qui est décrite ici. Donc si on voit sur le slide suivant, donc la plateforme qui est utilisée ici, donc c'est la VRE-OT. C'est une plateforme qui est dédiée à l'environnement de recherche sur les multi-projets. Donc elle a été beaucoup travaillée donc notamment sur le projet AI4Geo, qui est une VRE un peu plus particulière. Donc c'est des VRE qui permettent donc l'accès aux données rapide. Donc les liens sont créés et centralisés, donc ce qui permet d'avoir accès à toutes ces données-là. Dans un environnement donc de développement, donc ça soit du VS Code ou alors des clients un peu plus lourds comme QGIS. Donc un environnement plutôt standard de ce qui est fait dans l'observation de la Terre, et aussi de pouvoir profiter des nombreuses librairies, donc du bibliothèque, soit multi-projet ou du projet en lui-même, donc d'avoir vraiment l'ensemble des outils à disposition. Et donc comme on l'a fait ici, c'est qu'on a un ensemble donc de notebooks de démonstration, donc ça on peut
On les a identifiés ici. Donc, il y a un notebook sur la partie in situ déclaration de l'alerte, une partie notebook sur la partie inférence, donc sur les zones en eau, et une partie là qui commence à faire sur la partie affichage. Et sur la partie donc utile à ça, c'est que quand même donc, tous les partenaires ont accès à cette plateforme-là. On travaille au développement sur un environnement unique, ce qui permet de faciliter grandement le travail. Slide suivant. Donc ça, sur la partie inférence, donc, qui a été donc implémentée. Donc, comme j'ai dit, hein, la partie tout ce qui est alerte n'est pas encore mis en place, mais donc on a pu avancer sur cette phase 1 dans laquelle on est actuellement, on a pu avancer sur la cartographie rapide. Ce projet-là donc fait suite aussi à un projet qui s'appelait FloodML, dans lequel on avait pu mettre en place des algorithmes de détection de zones en eau et de zones inondées. Donc le début du projet a permis donc de mettre en place avec de nouveaux outils, de nouvelles données. Donc là, notamment en termes d'EM, on a utilisé donc le Copernicus DEM qui est beaucoup plus précis que dans l'ancien projet avec le Merit. Ce qui nous a permis donc, voilà, dans les premiers abords, d'optimiser en termes de qualité. Donc, on a augmenté de 12% avec l'utilisation du DEM de Copernicus, ce qui n'est pas négligeable hein, sur ces éléments-là, donc avec beaucoup plus de précision. Mais notamment, on a fait aussi de gros progrès en termes de rapidité, où on a eu un facteur 10 en termes de rapidité de calcul, ce qui permet vraiment de réitérer les calculs assez facilement et rapidement, donc beaucoup plus à l'échelle. Vous pouvez le voir dessous, sur cette base-là, on a aussi inclus des données TerraSARIX, qui est une nouveauté dans cette chaîne de mesure, qui avant était faite plutôt avec du Sentinel-1. Donc on a pu utiliser ces données-là, donc beaucoup plus résolues. Et donc vous pouvez voir l'exemple en dessous sur une zone d'Albanie, donc ces algorithmes-là, en l'espace de quelques minutes, sont capables de détecter les zones en eau, donc vous voyez ces zones en rouge, et nous apporter les différentes informations. Donc sur la chaîne, on est capable, donc ça c'est la partie de droite, vous pouvez voir donc un exemple donc, sur l'Albanie de l'ensemble de la chaîne avec les zones en eau permanentes, les zones en eau inondées, et sur la partie droite, le rapport qui est pour l'instant généré pour de l'affichage. Ça c'est des choses qui vont être en cours de mesure. Voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Suite à ces inférences-là, donc on est capable d'identifier ces zones en eau à un temps donné. Donc on est capable de pouvoir fournir l'information dans la modélisation CFD, qui s'accompagne aussi d'informations sur la première station, microstation qu'a déployé Vortex, donc à Couture-sur-Garonne. Donc c'est la zone dans laquelle on a déployé, on a fait cette étude, on va faire l'étude là, c'est l'exemple qui va suivre après. Donc sur cette zone-là, on a donc l'information in situ, donc que ce soit les stations Vortex ou Vigicru, plus donc les inférences que l'on peut faire via les données satellites. Donc voilà, c'est un exemple où on a l'ensemble des informations. On va passer à celle d'après. Voilà. Et donc sur cet exemple où on récupère donc ces informations d'inférence, de carte de risque et de modulation, on est capable de mettre à disposition, donc ça c'est ce que peut faire Predict de son côté comme utilisateur, donc sur que ce soit sur les différents clients qu'ils peuvent avoir, d'avoir donc ces cartes de risque là en termes de zonage. Après ils ont les informations de typologie de terrain, d'occupation de sol qui peuvent éventuellement se croiser, et donc d'assurer donc sur les différents échelons en termes de temps de crise, de pouvoir s'assurer d'avoir les différentes informations au fur et à mesure et de savoir quelles sont les évolutions éventuelles, quels sites ont été touchés, et donc de pouvoir anticiper, voire analyser post-crise. Voilà. Pour l'instant, les end-users qui sont visés sont plutôt des institutionnels et des assureurs.
Slide suivante, s'il vous plaît. Donc pour venir à l'exemple qu'on a pu mettre en œuvre, hein, comme je le citais au-dessus, il y a eu des inondations donc, sur la fin d'année et début d'année à Marmande, donc 2021, donc sur lesquels on a pu donc voir le déclenchement et donc faire l'analyse. Slide suivante. Merci. Donc, sur la première étape, comme je vous ai dit, donc on a identifié donc, cette zone comme inondée. Donc, Marmande est un cas d'inondation, hein, mais on a pu voir aussi que ça s'accompagnait d'une autre crue côté Dax aussi. Donc, on peut voir ici, donc la première étape, on a fait les différentes inférences à différentes dates sur cette animation. Vous voyez, donc sur quelques jours, voire quelques semaines sur la partie gauche, les différentes évolutions des zones en eau qui sont en rouge. Voilà. Donc suite à ces éléments-là, on a pu donner ces inférences-là donc au Serfax qui fait la modélisation. Slide suivante. Qui a permis donc au Serfax de faire la construction des cartes de risque à partir de ces données-là. Donc, comme on peut voir ici, d'avoir des différentes classes de risque sur la zone en question où a été fait l'étude, donc où on a de l'information des stations, des inférences satellites et des inférences aussi dans le temps. Et à partir de toutes ces données-là, donc on est capable sur ce site et cet exemple-là de montrer qu'on est capable de mettre à disposition l'ensemble des informations qui seront plus tard affichées. Donc là, ici, on n'a pas l'étape d'affichage et de représentation de la donnée. C'est des discussions qui sont en cours et qui seront préparées pour la phase 2. Voilà. L'objectif de la phase 1 était d'arriver à avoir ces inférences-là et ces cartes de risque sur un exemple donné. Et je laisse la... Ok, alors je fais rapide. Donc voilà, pour la phase 2, on a également prévu plusieurs choses, notamment là des échanges plus profondément avec le COPIL qui est constitué principalement par la DDTM de la Haute-Garonne et l'ADRIEL de l'Occitanie. Et donc voilà, il y a un joli diapo qui montre ça. Je vous invite à regarder ça de plus près après. Et donc juste pour passer à la slide suivante. Donc, ce projet FLODAM, il s'inscrit, comme a déjà montré Frédéric, dans tout ce qui est suivi des eaux. Donc, j'aimerais juste vous présenter rapidement 10 projets qui sont en lien avec cela. Donc, tout d'abord, on a le projet Stockwater. Voici, vous avez le lien de la description du projet qui est affiché. Voilà, donc ça, c'est un premier projet. Slide suivante. Un deuxième qui est très en lien avec FLODAM, c'est donc le projet FLOD, qui prend principalement en charge l'estimation de dégâts et aussi la résilience par rapport aux inondations. Et là, le terrain d'étude, comme c'est déjà dans le nom, vous pouvez voir, c'est donc l'Aude qui a eu des inondations graves en 2018, entre autres. Voilà, c'est un projet qui est très complémentaire à FLODAM. Et donc, juste une dernière slide. Donc, il y a aussi un nouveau projet, le projet Eagle Hedges, donc qui travaille également sur la partie résilience. Et donc là, vous voyez, il y a également plusieurs acteurs qui interviennent. Et donc, tous ensemble, on travaille sur une même thématique. Et voilà, ce sont donc des projets très complémentaires. Voilà, merci.